Bah, dans 5, 4, 3, 2, 1. Et ça bug un petit peu. Ok, let's go. Je lance la transition. Et let's go. Ah mince, j'ai lancé le teaser. Bon, c'est pas grave, on reprendra sur le teaser de suite derrière. Ok, bonjour à tous. Donc, nous revoilà pour ce 7e live en direct depuis notre page Facebook. Nous avons eu une petite coupure depuis un petit mois là, pour des raisons techniques et personnelles. Donc, on est revenu avec 4 nouveaux encadrants aujourd'hui pour nous parler un petit peu de notre thème du jour qui est la formation du joueur ou de la joueuse. Donc, je me présente. Florian Serafini, j'ai 26 ans, je suis gérant de STF Connexion Sport, donc la page sur laquelle vous êtes en train de regarder cela. J'ai été plutôt sur les sélections, sur la formation de jeunes joueurs, et j'ai eu la chance d'être assistant sur la Nationale 3 masculine de Tain-l'Hermitage. Donc voilà pour le parcours un peu basket. Je vais laisser présenter Jean-Luc en premier, puis après on passera avec Christophe, Rachid, et puis on terminera avec Jean-Denis. Voilà, bonjour, Jean-Luc Cornia, je suis belge, vous l'entendez à mon accent. Hein. Je suis entraîneur dans un club enfin assistant dans un club de D1 dames en Belgique à Pépinster. Et alors, l'essentiel de mon parcours s'est fait au niveau des sélections nationales belges comme assistant avec Arvid Diels. Et je suis passionné par la formation des jeunes depuis une quarantaine d'années. Donc voilà. Ok, Christophe. Oui, bonjour à tous, Christophe Denis, 47 ans. Moi, je suis issu de l'école antiboise où j'y ai fait quelques années. D'ailleurs, auprès de Daniel Paquet, qui est un habitué de chez vous et que je salue s'il regarde. Voilà. Salut J'ai Daniel. quitté, salut Daniel. J'ai quitté l'Olympique d'Antibes au début des années 2000-2003 pour arriver au Paris Basket Racing où j'ai été responsable du centre de formation pendant une dizaine d'années jusqu'au Paris-Levallois. Head coach du Paris-Levallois, puis du côté de Rouen, de Bourg-en-Bresse. Voilà. Actuellement directeur sportif d'un club amateur dans la région parisienne, au chevet d'une équipe première aussi en finale. Et voilà, je m'attelle maintenant à la formation des jeunes joueurs et je prends beaucoup de plaisir dans cette nouvelle mission. Rachid. Rachid Méziane, 40 ans. Moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'y ai fait mes premières armes à la Ligue d'Auvergne, donc de basket en tant que cadre du Pôle Espoir. Puis ma première expérience professionnelle au club du Challes-les-Eaux pendant 5 saisons. Puis l'équipe de Nice pendant 6 saisons, Ligue féminine et Ligue 2. Puis Montpellier, et actuellement coach de l'Innodask Lille Métropole et adjoint de l'équipe de France féminine depuis 2014. Et on termine avec Jean-Denis. Oui, on va pas faire le. Bonjour à tous. Je vais pas recommencer les premières années de basket parce que ça remonterait trop loin puis on perdrait trop de temps. Donc, ça fait très longtemps que je suis dans le milieu basket. J'ai commencé au niveau féminin en professionnel à Mulhouse et puis après un petit peu tous les échelons de la Pro B à la Jeep Elite. Donc en gros les 4 ans à Graville, 11 ans à Roanne. 6 ans à Chalon, et puis un petit passage au Liban, et puis également un petit passage sélectionneur national de l'équipe du Cameroun. Intéressant à vivre, spécial mais intéressant à vivre. Et puis voilà, donc depuis très longtemps au niveau du basket français, avec l'envie encore de faire quelques belles années. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté cette invitation.
Avant de commencer réellement le sujet, je vois que les gens commencent à arriver. Notre technicien a eu un petit souci, c'est-à-dire qu'il a lancé le teaser avant le générique. Donc du coup, il va nous lancer le générique maintenant, et après le générique, on se retrouvera pour commencer le sujet. Merci à tous de votre curiosité et de votre intérêt. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez autant regardés. Kevin? Première question que nous allons poser, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire là, sur la page, nous puissions vous répondre à toutes vos interrogations. La première question va être la suivante. Comment définirez-vous la notion de formation de joueur? On va commencer avec Christophe sur ce sujet-là. Moi, je suis un passionné de définition, vous savez. Je pense que la formation de joueur, c'est un processus à long terme qui vise au développement de 5 facteurs de performance. On pourra les détailler plus tard. Mais en gros, hein, le physique, la technique, tout ce qui est intelligence situationnelle, le mental et les facteurs environnementaux, qui sont quelque chose qu'il faut gérer dès le plus jeune âge et jusqu'à la fin. Voilà. Et tout ça, finalement, au regard des exigences du haut niveau. Cette dernière partie de définition est très importante, sachant que ces exigences du haut niveau sont en perpétuelle évolution. Voilà ma propre définition de la formation du joueur. D'accord. Jean-Denis, quelle serait la tienne? Moi, je dirais, j'allais dans le même sens que Christophe. Je veux dire, j'ai pas grand chose à ajouter à ce qu'il a dit. Simplement que la formation du joueur me semble, moi, extrêmement importante en ce qui concerne les fondamentaux de notre activité basket. Et quand je parle des fondamentaux, c'est vraiment la base, les fondamentaux qui sont pour moi dans la formation des joueurs le plus important, puisque je suis pas comme certains d'entre vous familier avec les jeunes, parce que je fais très longtemps que je m'occupe plus de jeunes, mais si ce n'est les jeunes du centre de formation. Mais ce qui me dérange un petit peu dans la formation du joueur, c'est qu'on parle de beaucoup de choses, on parle de système de jeu, on parle de système défensif. Mais quelquefois, on sait même pas faire un V-cut, et quelquefois, on sait même pas ce que c'est un drop step, on sait pas des tas de choses qui sont pour moi la base du basket. Et ça me gêne un petit peu dans la formation du joueur, à savoir qu'il y ait quand même des étapes qui sont obligatoires et qui devraient être pratiquement les mêmes pour tous. Après, sur les façons de défendre un pick and roll, il y a plusieurs solutions, c'est pas la question, mais sur un V-cut, sur des choses basiques, sur des démarquages, sur des aides défensives, il y a des choses quand même qui sont sur des départs 1 contre 1, qu'est-ce qu'un jab step, qu'est-ce qu'un départ direct, qu'est-ce qu'un départ croisé, quel pied on prend comme pied fort, on met la balle de quel côté, est-ce qu'on met la balle du côté du bras tireur, etc., etc. Il y a des tas de choses qui sont pour moi extrêmement importantes et qui passent à côté souvent, malheureusement, le backspin sur les balles, le backspin sur la balle, quand on fait une passe, quand on fait un shoot, pour moi c'est extrêmement important. Mettre la main sur les lignes quand on tire les lancers francs pour avoir du backspin, il y a des tas de choses comme ça qui passent. Alors, on parle de beaucoup de choses, on se gargarise avec beaucoup de choses, mais la base du basket, quelquefois elle est oubliée. Et moi ça me gêne parce que j'ai un modèle très universitaire américain et très américain parce que j'ai habité aussi un peu, avec une culture américaine marquée, mais je suis extrêmement déçu depuis quelques années, parce qu'avant on récupérait des joueurs américains, même des rookies, qui avaient suivi un cursus important et qui maîtrisaient très bien les fondamentaux, etc., etc. Maintenant, honnêtement, on se retrouve avec des mecs, en particulier sur les joueurs intérieurs, qui maîtrisent plus rien, c'est genre je retourne, je bourre, je dunk, mais tout ce qui est maîtrise des fondamentaux et des gestes basiques du basket, il y en a de moins en moins. Et moi, dans la formation du joueur, honnêtement, c'est ce qui me gêne le plus. C'est de voir des joueurs en centre de formation, des espoirs, se démarquer en poussant comme ça, en repoussant l'adversaire, sans même avoir une notion de où il faut mettre le pied, comment il faut mettre le pied, comment sortir, etc. Et ça, dans la formation du joueur, on parle de beaucoup de choses, mais la base, elle me semble que souvent elle est oubliée. Rachid?
Ouais, bah forcément, on peut pas être redondant. Je rejoins Christophe et Jean-Denis. Après, c'est forcément donner des outils techniques, tactiques, physiques, mental, médical pour réussir, pour être efficace. Et là, je rejoins aussi Christophe avec cette exigence du haut niveau. Mais pour moi, la formation du joueur, c'est d'abord mettre le joueur au centre de nos préoccupations. Voilà. Et c'est mettre les individus au cœur des projets et donc ne pas être exclusivement dans une logique de résultats collectifs de compétition. Voilà. Après, la formation, c'est le développement individuel, hein. C'est dans son apprentissage, quoi, via un apprentissage, via du perfectionnement. Voilà, pour une petite définition. Jean-Luc, tu en as une toi aussi? Comment? Voilà, la formation des joueurs, c'est un concept fourre-tout. Il faut s'entendre sur ce qu'on entend par formation, de ce qu'on entend par joueur. Je pense que c'est la première des choses. Et dans ma vision des choses, je crois que la formation, il y a différentes périodes dans la formation. Il y a ce que j'appelle la formation en U14. Il y a la formation entre U14 et U18, U20, et puis après, celle qui va vers le sport soit amateur, soit le sport de haut niveau, soit le sport d'excellence. Je crois que ce sont des étapes et qu'on ne fait pas la même chose. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit auparavant, notamment dans le basket, ce que j'appelle le basket en éducation, c'est-à-dire en éducateur, c'est qu'il faut vraiment taper dessus sur deux choses à mon sens. C'est comprendre le jeu, parce que ça on ne le fait pas non plus, comprendre le jeu, ce qu'est le jeu du basket. Et le deuxième, c'est développer les techniques appropriées, évidemment, et les fondamentaux bien définis, bien travaillés, dans un esprit de jeu aussi. Pas seulement pour les travailler, développer les techniques, pour les techniques, les faire dans un esprit de jeu, dans quelque chose qui, ce dont on parlait tantôt, une philosophie propre à l'équipe ou au club. Ok, merci en tout cas pour vos petites définitions. On touche, je suis très d'accord avec ce que dit Jean-Luc, parce qu'on touche du doigt finalement ce qui doit être l'essence même de la formation du joueur. Rachid a parlé que la formation doit être centrée sur le joueur, ça c'est fondamental. On n'est pas coach d'une équipe, on est coach de joueurs. Faut jamais oublier que quand on parle de la formation des jeunes joueurs, finalement, on met de côté, même s'il faut apprendre à gagner et développer l'esprit de compétition, je pense que dans un premier temps, on forme le joueur. Mais là où je suis complètement d'accord avec Jean-Luc, c'est qu'il faut absolument rendre le joueur efficient et non pas efficace. Il faut le rendre efficient, hein, exactement. Et ça, c'est important finalement, tout au long de leur parcours de formation, d'insister sur la réussite et non l'échec. Je pense que c'est important. Il faut absolument développer la créativité de nos joueurs et les rendre responsables et autonomes dans leur parcours de formation. Voilà, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Jean-Luc et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et finalement, la pédagogie de l'entraîneur, éducateur, d'accord, il doit être complètement au service de la technique et pas l'inverse. Pas la technique qui est au service de la pédagogie. Merci de ton complément de réponse. Et c'est vraiment intéressant de vous entendre. Nous avons une première question de Jeff. Donc bonjour Jeff. Il nous pose comme question, bonjour, quelle part de fondamentaux individuels de base, entre guillemets, dans l'entraînement des pros? Jean-Denis, tu veux répondre à cette question? Dans l'entraînement des pros, pratiquement tous les jours. Tous les jours, répéter les gammes. Après, chacun fonctionne comme il veut. Nous, on a un fonctionnement où, avant chaque entraînement, les gars arrivent déjà avant l'entraînement et ils font leur gamme un petit peu. Les intérieurs sont avec un assistant et bossent sur leur mouvement intérieur. Les extérieurs travaillent soit leur shoot, soit leur départ 1 contre 1. C'est une routine qui doit être mise en place. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au départ, c'est quelque chose que nous, on obligeait. Etc. Et puis après, on s'est trouvé l'année du titre à Chalon en 2017 avec John Robertson qui lui arrivait 40 minutes avant les entraînements, qui faisait ses gammes de dribble, de dextérité, etc., etc. Et il s'est trouvé qu'à la mi-saison, tout le monde arrivait 40 minutes avant, sans qu'il y ait d'obligation de quoi que ce soit, de qui que ce soit du coach, ni quoi que ce soit. Et donc là, on dit on a gagné, parce que lorsque les joueurs arrivent sans que ça soit une obligation, on a gagné. Et donc, voilà. Donc les joueurs faisaient leurs fondamentaux pratiquement tous les jours, avant les entraînements. Même s'il y avait des entraînements consacrés
une ou deux fois par semaine compléter de la muscu à du travail des fondamentaux. Moi, j'ai beaucoup sur les fondamentaux offensifs, bien souvent, parce qu'on me connaît là-dessus, mais vraiment, les fondamentaux, pour moi, c'est extrêmement important. Après, j'ai un gros regret sur le basket français, c'est qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de, je vais dire un terme qui est pas très très joli, mais beaucoup de masturbation intellectuelle, mais alors qu'il y a quand même des bases à connaître et que malheureusement, on parle beaucoup et de blablabla, et puis que quelquefois, on oublie la base, quoi. Merci Jean-Denis. Rachid, comment toi tu incorpores ces fondamentaux individuels? Bah, moi, j'ai envie de te dire que c'est toujours difficile à quantifier, mais Oui. mes dernières expériences, si tu veux, avec une équipe pro, à raison de, si tu joues une Coupe d'Europe ou une Euroleague à raison de 2 matchs par semaine, tu fais des fois même presque plus du travail de fondamentaux individuels que du collectif. Parce que tu as plein de choses à gérer, la récupération de tes joueuses ou de tes joueurs qui font que naturellement, tu fais plus de fondamentaux que du collectif, que de l'opposition. Voilà. Après, bien entendu, là, il a toujours une grosse part parce que les échauffements sont souvent orientés autour de fondamentaux individuels, mais fondamentaux pas que individuels, ça peut être des fondamentaux de prix collectif ou des fondamentaux collectifs. Donc forcément, il a une grosse part. Il est très présent, ce travail-là. Ok, merci Rachid. Christophe, toi quand tu étais sur ces secteurs-là, comment toi tu travaillais? Peut-être pareil que Jean-Denis, que Rachid? Non, mais bien sûr qu'il y a une part très importante consacrée non seulement au développement, mais avec les équipes professionnelles, plus à optimiser ces fondamentaux individuels. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que dans le rapport de force, dans le jeu collectif, qu'on fait de l'opposition, même de Mitterrand, finalement, c'est le meilleur moment sur lequel on travaille les fondamentaux individuels de base. Parce que c'est dans l'opposition qu'on rend individuellement ces joueurs plus forts. Faire une passe quand vous êtes sans défenseur, avec un partenaire, passe à droite, passe à gauche, main gauche, peu importe. C'est pas là où vous rendrez vos joueurs efficients. C'est dans l'opposition. Moi, je pense que c'est un état d'esprit. Évidemment que la quantité de travail est importante, mais la qualité aussi, elle est encore plus à très haut niveau. Et c'est mettre les joueurs dans des situations finalement difficiles, compliquées. C'est là où on fait progresser le plus. Et après, ça dépend aussi des entraînements. Début de semaine, fin de semaine, quand vous êtes à 24 heures d'un match important, je rejoins ce que dit Rachid, c'est qu'en général, c'est comme tout au long d'une saison finalement. On fait beaucoup de collectifs en début de saison, notamment en pré-saison, où on pose finalement notre vision du basket, on essaie de mettre tout en place collectivement. Et plus on se rapproche des moments importants et de la fin de saison, plus vous essayez de rendre vos joueurs individuellement plus forts pour que finalement votre collectif le soit encore plus. Voilà ce que je pense. Mais la part consacrée au perfectionnement des fondamentaux individuels doit être plus importante encore que le collectif. Merci Christophe. Avant d'avoir l'avis de Jean-Luc, Jeff et David, j'ai vu vos commentaires, on va y répondre juste après. Je veux juste d'abord l'avis de Jean-Luc vis-à-vis de la question. Alors, moi j'ai la chance cette année-ci de travailler comme assistant avec Giovanni Bozzi, qui est un ex-coach professionnel belge qui s'est trouvé à Charleroi, qui a été coach d'équipe nationale et tout ça. Et tout son entraînement est basé sur les fondamentaux, en collectif, en situation de 2, de 3 et tout ça. Nous avions des joueuses étrangères, pro, suédoises, et par exemple, moi je m'occupais d'elles individuellement 3 à 4 fois par semaine, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et alors, ma grande surprise, j'en avais une meneuse en plus, quand elle est arrivée, elle ne savait pas faire de layup main gauche. Donc, ce qui veut dire que le coach s'énervait parce que le jeu était toujours orienté d'une seule façon, donc il n'y avait pas d'équilibre dans le truc. Et le premier travail qui a été entrepris, c'était de travailler les fondamentaux comme on ferait avec des petits, pour lui apprendre une certaine aisance, balle en main, pour faire des layups main gauche. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'était pendant, il y avait ça notamment, ça m'a vraiment frappé, ce truc-là. Et donc, dans notre planning, donc, 7 heures ou heure et demie que les joueuses utilisaient, on le faisait, par exemple, pour améliorer le tir à 3 points, le shot à
beaucoup de situations individuelles à ce moment-là pour améliorer leur efficience, dont on parlait, pas l'efficacité mais l'efficience, donc une rentabilité maximale en peu de choses, et aussi pour pouvoir les réutiliser après dans le collectif, parce que tout avec moi est basé sur le collectif, sur les fondamentaux dans le collectif. Donc, merci Jean-Luc. Par rapport au commentaire de Jeff, donc, ça fait plaisir d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Quand on voit des seniors en National 3 qui trouvent qu'il n'y a plus besoin d'en faire à leur âge, c'est une perte de temps. Que c'est une perte de temps là. Donc ça, c'est son commentaire. C'est l'entraîneur qui perd son temps avec ce genre de joueurs. Faut leur trouver autre chose à faire au sein du club. Jeff, tu as entendu la réponse. Hein. Après, David qui pose une question. En amateur, quelle durée vous conseilleriez sur les fondamentaux, sachant que l'on n'a que 3 heures d'entraînement par semaine, car il faut accorder du temps de jeu collectif aux jeunes? Jean-Luc, qu'est-ce que tu peux apporter à cette question? Non, c'est déjà la question. Enfin, pour moi, c'est déjà mal posé comme question dans la conception. C'est pas le nombre d'heures d'entraînement par semaine. Je pense que tous les entraînements doivent contenir ces fondamentaux individuels. Autrement, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, ce qui se passe, c'est qu'on fait des systèmes de jeu bien fermés où chacun amène le ballon là où il faut et il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de jeu de basket. Moi, il me semble que c'est une fausse question. Et c'est une question de philosophie aussi. On doit passer le plus de temps possible à améliorer ces fondamentaux et les rendre au service d'un collectif. Exactement. Christophe, d'accord avec Jean-Luc? Oui, d'autant plus qu'il faut préciser, mais quand on parle de formation de jeunes joueurs, finalement, le jeu collectif, pour moi en tout cas, il doit se situer au jeu de 1 contre 1 dans une dimension collective, mais très restreinte, c'est-à-dire maximum un jeu à 3. Je pense qu'il est, voilà, et c'est cette agressivité balle en main, donc le jeu de 1 contre 1, dans ce jeu à 3. Donc, ce que nous on préconise ici à Malakoff, c'est que dès la catégorie U11, alors on procède par étapes, jusqu'à la catégorie U20, mais vous voyez que notre équipe première finalement, elle s'inspire de ça. Enfin, c'est l'exemple. On essaye de mettre en place finalement non pas un système de jeu, mais des principes de jeu collectif qui met les joueurs sur différentes positions. Donc il n'y a pas d'intérieur, déjà ça n'existe pas. Ou alors si il y a un poste intérieur, et tous les joueurs doivent absolument être capables de jouer sur le poste intérieur. Et ça, dans notre formation, c'est important. Il me semble que j'ai vu quelque chose. Mehdi Mari a fait un séminaire, là, un colloque là-dessus, justement, sur la formation des jeunes, là, U11, U13, U15. C'est important, finalement, de mettre les joueurs dans un système dans lequel ils sont absolument amenés à développer leur agressivité et leur créativité. Et je pense que on ne peut réussir à atteindre cet objectif-là uniquement si on développe les qualités individuelles du joueur. On en parlera tout à l'heure. Le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. Sans ballon. Tout à fait. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Rachid? Moi, dans la mesure où c'est le travail individuel est contextualisé, tu lui donnes un sens. Bon, tu peux passer beaucoup de temps à développer tes joueurs de façon individuelle, voilà. Même si tu as 3 heures d'entraînement dans la semaine. Donc, une fois de plus, difficile de quantifier, mais j'y passerai du temps. Voilà. Juste pour compléter la réponse de tout à l'heure, parce que je suis en pleine période, je suis en pleine campagne de recrutement. Aujourd'hui, on a des demandes de joueuses concernant le travail individuel. C'est des questions qui reviennent de plus en plus. C'est aujourd'hui, quels moyens vous mettez au sein de votre organisation, de votre club, pour me développer individuellement, parce que je viens aussi pour progresser. Et, que les joueuses elles aient 18 ans, 19 ans ou 32 ans, cette question elle est fréquente, quoi. Donc ça a une vraie valeur aussi aujourd'hui d'avoir, puisque c'est aussi un peu la mode là, d'avoir des player development ou d'avoir des coachs qui s'intéressent à développer encore les joueurs. Jean-Denis? Ouais, j'ai pas honnêtement grand chose à rajouter sur ce qui a été dit. Je ne suis pas familier avec les 3 heures d'entraînement par semaine.
Donc c'est quelque chose que je maîtrise, que je connais pas bien. Donc nous c'est plutôt 3 entraînements par jour, donc minimum. Donc voilà. Donc honnêtement, c'est pas trop mon milieu ça. Donc je serais pas trop à même. Par contre, sur la réflexion de Christophe que les joueurs passent à tous les postes, effectivement, dans la formation du joueur, ça me semble primordial, extrêmement intéressant de pas dès le départ les mettre dans des cases et leur permettre de voir autre chose que simplement, toi tu joues poste 2, tu fais ce que fait un poste 2, ça me semble extrêmement intéressant et dans la formation du joueur et dans la maîtrise de certains fondamentaux, parce que quand même en professionnel, vous faites du travail d'un mouvement intérieur, d'un mouvement extérieur, sous forme de ligne de vague ou peu importe, et vous vous rendez compte que les postes 1, 2 américains sont incapables de faire un drop step, ça pose quand même des problèmes. Ils sont incapables de faire un hook shot, ils sont incapables de faire un spin baseline, c'est tout juste incroyable. Et donc c'est effectivement en passant justement par des moments où des joueurs vont travailler sur tous les postes qui vont s'enrichir et qui vont permettre qui vont élargir leur panoplie, je dirais, individuelle. À la fois, on parle là de l'attaque, mais on pourrait faire la même chose en défense, à savoir faire défendre des joueurs meneurs sur des positions, sur des post-up, des choses comme ça. Donc ça me semble extrêmement intéressant, plutôt que de mettre les gens dans les cases du départ. Donc voilà. Après, je vous dis honnêtement, 3 heures d'entraînement par semaine, ça fait, j'ai jamais connu ça de ma vie, donc je pourrais difficilement vous en parler, quoi. Par contre, tu vas peut-être pouvoir répondre à aux questions de Régis. Régis nous dit, je crois qu'en arrivant à la chorale, tu as tiqué sur la partie physique. Quelle part dans la formation quelle part dans la formation et quelle situation de U13 à espoir pour travailler quelle valeur physique? Je me rappelle de celle-là. J'ai tiqué sur le physique, oui, parce que il faut quand même savoir que le sport de haut niveau, en particulier le basket et en particulier en France, dans notre ligue, il y a 80% athlètes. Donc, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a vraiment, en Jeep Elite, on a affaire à des athlètes, quoi. Et quelqu'un qui n'est pas un athlète en Jeep Elite, il a du mal de s'exprimer. Donc voilà. Oui, j'ai tiqué sur le physique. En plus, c'est toujours mal retransmis, et on a toujours l'impression quand un coach arrive et que dit les gars sont pas en forme physiquement, qu'on critique le collègue. C'est pas du tout ça. Il y a des gens qui fonctionnent d'une certaine façon et d'autres qui fonctionnent d'une autre façon. Je veux pas entamer ce débat-là parce que ça va être très très long et j'ai pas envie de monopoliser la parole comme ça, mais je veux dire oui, j'ai tiqué parce que j'estime que un athlète de haut niveau, s'il n'est pas capable de faire 2 allers-retours en 24 secondes en terrain de basket, il faut qu'il fasse autre chose. Voilà. J'estime que c'est pas normal que des joueurs de basket aient des ampoules aux pieds après 5 ou 6 entraînements parce qu'ils sont pas habitués à courir. J'estime pas normal que les gars aient vomi dans une poubelle parce qu'un entraînement, ils n'arrivent pas à le tenir. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tiqué quand je suis arrivé à la chorale de Roanne. Voilà. Mais bon, c'est une façon de faire. Il y a peut-être des gens qui fonctionnent différemment. Moi, j'ai la chance d'être pas le plus vieux, mais je crois le 2e plus vieux maintenant des entraîneurs de Jeep Elite. Je crois que mon ami Gunther est devant moi. Mais maintenant, j'ai l'impression, et plus ça passe, j'ai l'impression que moins on en fait, mieux c'est. Donc, et c'est malheureux parce que j'ai l'impression que les coachs, d'une façon générale, maintenant, quand on dit, moi, quand les joueurs viennent, puis qu'ils me disent coach, comment on s'entraîne, je dis, on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, sauf éventuellement le mercredi. Ah bon, mais 2 fois par jour avec opposition, oui, 2 fois par jour avec opposition. Et puis la muscu, oui, mais la muscu, c'est en dehors, c'est en plus. Donc, quand j'entends des collègues coachs qui font un entraînement par jour d'1h30 ou 2 heures, point final, ok, c'est leur façon de faire, c'est pas la mienne, ça me correspond pas, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant, et de moins en moins de personnes font 2 entraînements par jour, etc. Et lorsque nous, on récupère des joueurs qui sortent d'un cursus où ils ont fait un entraînement par jour, etc., où tout est compris dedans, c'est extrêmement difficile, parce qu'ils n'ont plus l'habitude du travail comme ça. Et honnêtement, pour en avoir discuté énormément avec des coachs, avec des joueurs, franchement, lorsqu'on leur dit on va faire 2 le lundi, 2 le mardi, 1 le mercredi, 2 le jeudi, 2 le vendredi, shooting du samedi, ouais, ils nous regardent avec des yeux comme ça, parce que nous on fait pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que je veux dire pourquoi j'ai tiqué, voilà, parce que j'estime que on peut pas être bon, on peut pas être performant en match si on n'est pas en forme d'une façon physique, si on n'est pas capable de supporter les efforts, on peut pas être bon en match. Même si on est très fort techniquement, on peut pas être bon. Voilà.
Merci Jean-Denis. Alors, passons maintenant aux questions que nous nous sommes posées. Y a-t-il une différence entre former une fille et un garçon? Et à partir de quelle catégorie spécialiseriez-vous les postes des joueurs? Rachid? Pour consolider le propos de Christophe tout à l'heure là par rapport à la deuxième partie de question là, sur la spécialisation des postes, moi je trouve aussi très enrichissant de faire passer les joueurs et les joueuses sur différents postes de jeu, parce que dans le développement, dans la formation, on parle beaucoup de technique, mais moi j'aime en tout cas dans la formation apporter cette dimension un peu tactique, développer la culture tactique chez les joueurs, et je pense que faire passer les joueurs et les joueuses sur différents postes de jeu, ça fait que améliorer leur culture tactique du jeu. Voilà. C'est déjà la première réponse que je peux essayer d'apporter. La spécialisation, moi je la fais, alors mon expérience elle est féminine. Moi je pense qu'avant U15, il n'est pas spécialement nécessaire de parler de postes de jeu, mais sur les catégories cadettes, on se rend compte que les morphologies des femmes, en tout cas, n'évoluent que très peu, même si on peut les développer encore musculairement, mais souvent, après leur puberté, elles ont atteint leur taille d'adulte, et on peut déjà commencer à les positionner sur des postes de jeu selon, bien entendu, leur niveau de compétence. Et après, sur la première partie de la question qui était donc la différence. Oui, est-ce qu'il y a une différence entre filles et garçons? Bah moi je vais dire non. Moi je vais dire non. Dans les contenus, moi je pense pas qu'il y ait de différence à apporter, à avoir en tout cas entre une fille et un garçon. Moi la différence elle se situe au niveau du management. Jean-Denis en parlait tout à l'heure, mais oui, on manage une femme comme on managerait un homme. Et dans le contenu, non, parce qu'aujourd'hui, on constate que même le basket féminin, il est moins dans l'évitement. Il y a quelques années, on était encore dans l'évitement. Aujourd'hui, le basket féminin, il propose autant de contacts que le basket masculin. Et là, je le dis parce qu'en plus, je le constate au plus haut niveau. Voilà, il y a des vrais contacts aussi rudes que dans le basket masculin. Alors oui, le basket masculin, bien entendu, est plus aérien, il ira toujours un petit peu plus vite, mais quand on reste dans la sphère basket féminin, on est dans un sport aussi de contact. Jean-Luc? Pour revenir aussi un peu sur ce qui était dit avant, je pense aussi que dans Pardon. Oui, on t'entend. Ah oui. Ouais, j'ai une coupure aussi, moi, de 30 secondes de mon côté. Que là, on a eu un commentaire d'un internaute qui a dit plus de son, la deuxième coupure. C'est un coup des Flamands, ça. C'est un coup des Wallons. Ouais, il y a eu 3-4 personnes qui nous l'ont dit, ouais. Bah, Kevin, il est en train de faire ce qu'il faut pour qu'on réentende Jean-Luc. D'accord, donc on lance l'intro, donc le générique, et puis comme ça laisse le temps à Kevin de gérer le problème de son.
On a perdu Kevin. Ouais, on a perdu Kevin. Ok, il est là. Il est revenu. Il y a aussi un truc important quand on s'occupe individuellement des joueuses, ça j'ai remarqué, c'est l'aspect relationnel dont on ne parle pas. Techniquement, on peut les faire évoluer, et pour discuter avec elles, en analysant les autres relations. On n'a pas toujours fait dans l'équipe. C'est pour les relations. C'est vrai. Je ne vais pas plus loin. Moi, j'entends pas, personnellement, j'entends pas Jean-Luc. On se retient. Il y a quand même des travaux, excusez-moi du terme, mais scientifiques là, qui ont été menés depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un âge pour chaque qualité physique, ou presque. Il y a des petites différences entre les garçons et les filles, mais tout ce qui est vitesse, explosivité, endurance, coordination, souplesse, etc., on ne travaille pas ces qualités-là au même moment. Ce qui est très important, en tout cas dans la formation du jeune joueur, c'est qu'à un moment donné, le développement de ces qualités physiques-là puisse être complètement en adéquation avec l'âge dans lequel elles doivent être développées. Ça, c'est important. Et pour des entraîneurs qui finalement n'ont que 2 séances avec des U11 ou des U13 ou des U15, 2 séances par semaine d'1h30, il est très important aussi, et là, grâce à Internet, on a accès à des tonnes et des tonnes d'exercices où on peut développer ces qualités physiques-là en y introduisant du basket à l'intérieur, hein, et pas forcément se retrouver sur une piste d'athlétisme ou à faire de l'athlétisme sur un terrain de basket. Le jeu de relance, le jeu rapide pourrait développer l'endurance, parce que c'est des allers-retours et non pas l'explosivité, mais tout ce qui est jeu de 1 contre 1 peut développer l'explosivité et la vitesse d'exécution. Ça, encore une fois, il faut être très attentif quand on prétend faire de la formation, de pouvoir développer ce paramètre-là en fonction des âges des jeunes joueurs. Voilà la petite parenthèse que je voulais faire. Très bien. Alors, apparemment, on est revenu sur le son. Tout le monde nous réentend bien, mais on n'a plus d'image. Alors on va continuer avec le son, et puis Kevin va se débrouiller de nous remettre l'image, il y a pas de problème là-dessus, mais on va continuer en tout cas sur le son. Voilà, c'est le risque quand on fait un direct, mais bon, au moins on s'était fait tout beau en plus. Ouais, c'est dommage du coup, mais je pense que l'image va revenir. Donc on va continuer sur les priorités. Les priorités de la formation de joueurs. Donc on va dire qu'on va séquencer de U7 à U11 deuxième année, ça va être un premier bloc, et puis après U13, donc quelles seraient les priorités que vous mettriez de U7 à U11, et puis quelles priorités vous metteriez de U11 à haut niveau. Jean-Luc, tu veux démarrer? Oui, l'image est revenue. U7, U11, pour moi, c'est la gestion du désordre dans les priorités et le jeu de transition. C'est apprendre ça, la gestion du désordre. Pourquoi? Parce que les enfants à ces âges-là, ils veulent le ballon et ils se précipitent tous. Moi, je suis favorable au jeu en 3 contre 3, mais pas comme la FIBA le développe, pas le 3 contre 3 qu'on connaît, un jeu de 3 contre 3 en transition. Parce que justement, tout ce dont on venait de discuter avant, apprendre aux enfants à courir sur le terrain, à un moment donné, on est en attaque, à un moment donné, on est en défense. Donc, on a ce statut du joueur. Et alors, évidemment, tout ce qui est l'équilibre. Je pense que c'est un des premiers concepts à apprendre chez les enfants, c'est le concept d'équilibre. Voilà. Donc, c'est pour les voilà. Oui, d'autres veulent ajouter quelque chose. Christophe, par exemple, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je pense que, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc. La gestion du désordre, je pense que
il est très important chez les jeunes finalement de mettre l'accent sur cette notion de plaisir. Et un jeune joueur, quand il rentre chez lui le soir et qui s'adresse à ses parents, et si jamais les parents s'intéressent après à ce qu'il fait, et qui lui demandent justement ce qu'il a vécu dans le cadre de son entraînement basket, j'ai tiré X fois au panier, j'ai marqué tant de fois. En général, c'est ce que les enfants ils disent. Donc je pense que la première chose qu'il faut vraiment travailler, c'est le tir. Mais sous forme ludique finalement, mettre des exercices très ludiques, des exercices compétitifs, etc., etc. Mais je pense que c'est la particularité du basket, c'est que la cible est en hauteur et qu'il faut atteindre la cible et marquer. Il faut faire rentrer le ballon dans le cercle. Chez les U7 là, sur toutes les écoles de basket finalement, c'est l'aisance avec le ballon et développer la qualité d'adresse. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre le plus l'accent. Pour les U7. Hein. Rachid est parti. Jean-Denis, tu veux ajouter quelque chose ou je te parlerai plus après sur le haut niveau? Non, je vais laisser. Moi, les U7, U11, U15, c'est pas trop mon truc, donc on va laisser les spécialistes en parler. Quand tu arrives au U25 ou U30, je vais intervenir si tu veux. U7, U11, ça fait longtemps que j'avais pas eu. Hein. Mais on retrouve les mêmes problématiques chez les pros aussi. Hein. C'est les joueurs qui ne shootent pas assez au cercle, qui font la gueule derrière. Ouais, c'est vrai. Jean-Luc, vas-y, complète. Si je peux compléter, bon, moi je parle du développement d'une culture motrice avant 10 ans, avant 11 ans, et après c'est plutôt le développement d'une culture sportive. On commence à mettre en place cette opposition, mais systématique. Hein, donc, et alors tout à fait d'accord que c'est le tir qui doit être premier, le tir et les passes pour moi aussi qui doivent être premiers dans les apprentissages. Moi personnellement, je préconise l'apprentissage du lay-up pour commencer. Vraiment, chez les tout petits, c'est les obliger à aller le plus loin possible avec le ballon et voilà, travailler dans cette optique-là, pas lancer le ballon systématiquement en l'air ou essayer de construire quelque chose. Et après, donc de U11 jusqu'au haut niveau, qu'est-ce que tu donnerais comme... U11 à U14, j'appelle ça le développement d'une culture sportive. On est aussi dans les jeux de trition et apprendre les premiers principes du jeu. Moi, je passerai du 3 contre 3, je passerai au 4 contre 4, puis arrive au 5 contre 5 en introduisant progressivement des notions comme 3 contre 3, on est en jeu ouvert en aller-retour. Dans le 4 contre 4, c'est introduire la première notion, soit du jeu face à l'anneau, et comme je disais tantôt, du jeu dos à l'anneau aussi, avec 3 joueurs autour et un joueur intérieur. Apprendre à mettre des fixations, apprendre à passer, parce que passer le ballon, que ce soit sur tout terrain ou dans la zone cible, c'est différent. Hein. Passer le ballon à un joueur qui doit l'anneau, passer le ballon devant en contre-attaque, c'est pas la même technique, n'est pas la même approche, pas la même façon de faire, me semble-t-il. Donc il y a tout un registre là à prendre, y compris pour les tirs en mouvement. Comment s'arrêter aussi. Moi, je suis un fanatique de l'arrêt en 2 temps, rapide plutôt que de l'arrêt en 1 temps, et aisance et démarrer en explosivité par rapport à tout ça. Voilà. Ce seraient les deux oppositions, les deux différences que je fais entre le basket avant 11 ans et le basket après 11 ans, jusqu'à 14-15 ans, comme disait Rachid tantôt, et puis après on arrive dans un autre type de formation, me semble-t-il. Merci Jean-Luc. Christophe, qu'est-ce que toi tu pourrais apporter par rapport à cette réponse? Moi, à l'époque où j'étais responsable du centre de formation au Paris-Levallois, et d'ailleurs je continue à le faire aujourd'hui, j'ai toujours essayé de travailler autour de 5 axes de développement. J'ai eu le tort pendant de longues années de commencer par le jeu rapide et le jeu de relance. Alors je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Le premier de ces axes-là, c'est l'agressivité défensive. C'est comment rentrer en possession du ballon. Et j'ai toujours dit, non, je n'ai pas toujours dit à mes joueurs, je le dis aujourd'hui, on ne défend pas, on attaque l'attaque. Donc c'est vraiment essayer de développer justement cette pression défensive. À l'époque, avec Andrew Albici, Antoine Dio, tous ces joueurs-là, il était très facile de défendre tout terrain et de récupérer le plus vite possible la possession du ballon. C'est le premier axe de développement. Et sur le jeu demi-terrain, c'est toujours pareil. Hein. On parlait de défense ouverte ou fermée. Moi, j'ai toujours défendu fermé parce que j'ai été éduqué comme ça, donc je suis plus à l'aise pour en parler.
c'était se mettre sur les lignes de passe, faire reculer l'adversaire le plus loin possible derrière la ligne à 3 points, ne pas se découvrir sur le secteur intérieur, contrôler le rebond défensif, etc. Le deuxième axe que je développe dans le cadre de la formation du jeune joueur, c'est justement ce jeu de relance, hein, se projeter tout de suite vers l'avant et essayer, si possible, d'être très efficace sur le nombre de points marqués en contre-attaque. Voilà, donc l'occupation des couloirs, etc. Après, il y a l'occupation des espaces, l'agressivité balle en main, donc on a parlé du jeu de 1 contre 1 tout à l'heure, et enfin le jeu sans ballon, qui est un axe très 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 important parce qu'on rend efficace l'action du porteur du balle à partir du moment où autour de la balle, il y a des joueurs qui maîtrisent à la perfection justement ce jeu sans ballon et notamment le jeu dans les espaces libres. Voilà grosso modo les 5 axes de développement de la catégorie U11 jusqu'à la catégorie U20. Alors, il est évident qu'en U11, on n'a pas les mêmes exigences qu'avec les U20 et qu'on procède par étapes. Hein, donc, on a déterminé finalement le travail de chacun de ces axes-là par catégorie d'âge avec la maîtrise de tels et tels fondamentaux. Le jeu de relance, par exemple, c'est rentrer en possession du ballon, rebond défensif. Comment on sort la balle? Je ne suis pas forcément fanatique du rebond-passe, mais plutôt rebond et sortir avec un dribble. Par exemple, ça, c'est pour le grand. Le jeu dans les couloirs, traverser du terrain dans les couloirs, etc. etc. Voilà les axes de développement concernant la formation du jeune joueur, en tout cas pour moi. Merci de vos éclairages à tous les deux. Nous avons une question d'Antoine. Donc là, on va plutôt avoir Jean-Denis et Rachid sur cette réponse-là. Antoine nous dit bonjour à tous. Pour un jeune joueur d'âge, et même tous les deux aussi, vous allez tous pouvoir y répondre. Pour un jeune joueur d'âge, est-il plus formateur de se faire prêter en NM1 ou NM2 que sur le championnat Espoir? Jean-Denis, je vois que ça te fait l'amour. Vaste question, parce que nous, on est confrontés, je le suis en ce moment confronté à ça, avec des prêts justement sollicités bien souvent par les agents de joueurs qui souhaitent plutôt mettre les joueurs issus du centre de formation dans des clubs de Pro B, de N1, plutôt que de faire leur dernière année espoir et je dirais rentrer dans les 12 au niveau professionnel. Donc après, voilà, c'est sûr qu'un joueur, l'important c'est qu'il joue. Mais il y a aussi un phénomène qu'il ne faut pas négliger, c'est la qualité des entraînements proposés et le suivi de joueurs au niveau physique. Nous, on a ce souci-là avec des joueurs qui souhaiteraient, dont les agents souhaiteraient prêter les joueurs dans les clubs de Pro B, etc. Moi, je pense qu'effectivement, si le joueur a encore une année espoir et qu'il joue en espoir, il a encore besoin de progresser dans certains domaines, il est intéressant de lui proposer 2 entraînements par jour avec des pros et avec un suivi avec un préparateur physique à plein temps toute la journée, je dirais. Donc ça me semble important parce qu'il y a une somme de travail importante. Après, c'est sûr que il est important pour la formation du joueur, pour le joueur qui joue. Donc c'est sûr que rester dans un club de haut niveau et jamais mettre le pied sur le terrain, ça sert pas à grand chose. Maintenant, si effectivement, et là c'est pareil, il faut différencier les choses. Soit on a vraiment des joueurs d'avenir qui vont être dans les grosses équipes professionnelles, soit on a des joueurs qui vont traverser ça un peu comme ça, et à ce moment-là, c'est sûr que la N1 est certainement plus intéressante. Après, si c'est vraiment un prospect, quelqu'un qui veut faire du haut niveau, faut se poser les bonnes questions et savoir où est la zone de travail, où il va le plus bosser, où c'est qu'il va le plus apprendre, et quel sera le meilleur suivi physique pour lui, quoi. Donc, mais c'est très très compliqué, hein. C'est toujours difficile de donner une réponse fiable et juste. Rachid, j'aimerais avoir ton avis également sur cette question. Je pense que Jean-Denis a tout à fait raison. Je pense que c'est dépendant de l'environnement que tu peux proposer. Est-ce que tu vas jouer dans un club de N1 où tu as la possibilité et l'opportunité de t'entraîner 2 fois par jour et d'être suivi d'un préparateur physique ou pas. Voilà. Est-ce que tu vas dans une structure où tu as qu'un seul entraînement par jour, pas de préparateur physique, voilà. Donc tous les cas sont, je pense,
individuelle, quoi. Et on a plus de problèmes, nous, dans le basket féminin, parce que on a plus de championnat espoir, et nos équipes espoir évoluent dans le championnat fédéral de National 2 et pour une équipe en National 1. Donc, on a quand même dans ces championnats-là des anciennes joueuses pro, voilà, où il y a la possibilité de s'aguerrir. Voilà, nous l'année prochaine, on a recruté une joueuse là, qui sort du centre fédéral, là, Binta Dramé, et qu'on va prêter à Chartres pour évoluer encore en Ligue 2, parce qu'on n'aura pas un terrain d'expression suffisant pour elle, pour qu'elle continue de progresser certainement, et de s'épanouir à travers un volume de jeu. Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas, mais je rejoins complètement Jean-Denis, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. Voilà. On parlait tout à l'heure dans nos définitions de la formation du joueur, c'est quels moyens tu donnes à ton joueur en le mettant au centre du projet pour qu'il puisse progresser. Voilà. Okay. Christophe, Jean-Luc, un avis supplémentaire sur la question? Non. Ok. Nous avons une question de Philippe. Il nous dit: nous sommes le seul sport collectif qui, dans les catégories U11, évolue sur le même terrain que les seniors et avec des paniers à 3,05 et du jeu en 5 contre 5. Que pensez-vous du 4 contre 4 et jusqu'à quel âge? Jeff a répondu par rapport à ça: je suis d'accord avec Philippe. Je milite pour des paniers intermédiaires en poussin 2,85 m et 4 contre 4 maxi. Qu'avez-vous à dire, Jean-Luc, par exemple? Ah ouais, moi je suis partisan, mais depuis des années, développer le concept de 3 contre 3 et de 4 contre 4. Je trouve que c'est une réflexion qu'on a souvent menée et que la fédération ne mène pas. Est-ce qu'on veut faire du basket un sport de compétition chez les jeunes, ou veut-on faire un outil d'éducation? Si on veut faire un outil pédagogique et vraiment travailler comme ça, on a intérêt à descendre la hauteur des paniers, que l'enfant, comme on disait tantôt, marque tout le temps, parce que le but, c'est pour ça qu'il vient, c'est de marquer des paniers, en 3 contre 3, et puis passer dans le 4 contre 4 en apportant des éléments supplémentaires dans le jeu. Non, moi je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est une hérésie de faire jouer des enfants de 6 à 7 ans avec des paniers à la hauteur à laquelle ils sont. C'est pas possible. Physiquement, on parlait de physique, ils n'ont pas spécialement la force et des choses comme ça. Voilà. Donc pour moi, il faut adapter. Il faut rendre le basket encore plus attractif au niveau du fait que l'enfant puisse voir le ballon entrer dans le panier et qu'il marque. C'est le but du sport. C'est marquer, 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 marquer. Christophe? Moi, je me réfère beaucoup. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas compétent enfin, suffisamment compétent. J'ai une opinion pour remettre en question ce que la fédération a mis en place. Ils font jouer les U11 en 5-5. J'essaye de trouver des solutions justement pour optimiser la formation de chacun des joueurs dans ce cadre-là. Mais je regarde très souvent ce que font les Espagnols en termes de formation du jeune joueur. Ils ne se posent pas la question du 4-4 ou du 5-5. Par contre, ils ont adapté le règlement et je pense que c'est une bonne chose. Sur le temps joué, je crois qu'ils font 8 périodes de 5 minutes. Il me semble que les Espagnols, sur la catégorie U11, c'est ce qu'ils font, 8 périodes de 5 minutes, qu'ils n'autorisent pas les changements, je crois, sur les 2, 3 ou 4 premières périodes, qui remettent les compteurs à zéro à la fin de chaque période, etc. Donc eux, ils ont finalement su adapter le règlement pour qu'à un moment donné, chaque joueur puisse s'épanouir dans ce qu'ils font. Mais de toute manière, une chose est sûre, c'est que à l'entraînement, il est recommandé, en tout cas c'est ce que nous faisons, et on passe beaucoup plus de temps à s'entraîner qu'en compétition, en tout cas sur ces catégories-là. Donc il est tout à fait normal de penser qu'à l'entraînement, en tout cas, la base de l'apprentissage doit se faire sur ces situations de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4 maximum. Voilà, je pense que l'apprentissage se fait mieux en situation de jeu réel. Je sais pas si on peut le batterie, alors du coup. On a un nouvel intervenant. On n'a pas entendu la question du chien. Oui. Il avait l'air de ne pas être d'accord, en tout cas. Une chose est sûre,
c'est que à l'entrée. On n'entend pas. Vous m'entendez Non, ou pas là? maintenant, oui. On entend, Oui, c'est bon. Nickel. on Pardon. entend bien le chien. Mais moi, c'est pas chez moi alors, parce que moi, j'ai pas de chien. Moi non plus. Je sais pas chez qui c'est. On n'a pas entendu la question du chien. Situation de un contre deux. Alors, alors on a eu des commentaires vis-à-vis de ce qu'on était en train de dire. Donc, Thierry qui nous annonce que dans le run, le niveau du panier est déjà à 2,85 m et que c'est 8 fois 4 minutes sans changement non plus. Sur les U11. Sur les U11, ouais, sur les U11. Oui, parce qu'en dessous des U11, c'est pas des matchs, c'est pas de championnat, c'est des plateaux. Des plateaux, hein. Ouais. Ouais. Nous, ce sont des matchs. Kevin, je crois que je t'entends en fait derrière. Oui. Ah non, non, parce que j'avais le micro fermé, moi. C'est Kevin qui a un chien. Ah, j'ai pas de chien. Alors, moi. Non, c'est pas qu'il y a un chien, mais ah, c'est lui qu'on entendait. Mais pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette notion d'apprentissage du jeu, en tout cas, hein, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose aussi de très pertinent avec l'avènement du 3-3, sous forme FIBA, hein, avec les règles FIBA. C'est vrai que c'est aussi une pratique qui nous permet de travailler encore un peu plus que d'habitude sur certaines valeurs telles que l'agressivité, le jeu en première intention, l'intelligence situationnelle. Le 3-3 sous sa forme FIBA, sous sa forme compétitive, est très très intéressant dans le cadre de l'entraînement de la formation des jeunes joueurs. Très très intéressant. Oui, pour enchérir là-dessus, il y a un concept dans la formation, je n'en ai pas parlé, c'est le concept de statut du joueur. On t'entend plus, Jean-Luc. Oui, oui, j'ai vu qu'il vient de nous rejoindre. Jean-Luc, on t'entend plus par contre. Moi, j'entends. Mais... Ok, bon, moi je l'entends pas. Alors, Je l'entends pas non plus. termine ton propos, Jean-Luc, et puis tu me fais un pouce quand tu as terminé. Merci, Jean-Luc. Apparemment, pas tout le monde t'a entendu. Jean-Luc a soulevé un point important là. J'aimerais bien qu'on puisse éventuellement débattre dessus là. C'est le fait de baisser des paniers des paniers pour marquer plus de paniers. Et donc ça rejoint un petit peu l'estime de soi, la confiance en soi. Est-ce que c'est des choses qui dans le développement, dans la formation du joueur sont importants et pertinents pour vous? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait quand on a parlé de la définition de la formation du joueur. Moi, je m'étais permis de dire qu'il fallait absolument insister sur la réussite et non l'échec. Et qu'il faut le plus possible, en tout cas, et surtout sur le plus jeune âge, mettre les enfants, les jeunes joueurs en situation de réussite et minimiser l'échec, en tout cas. Les Américains, Jean-Denis, qui est assez proche des États-Unis, là, dans sa manière de voir les choses, les Américains, ils sont excellents là-dessus. Ils bonifient chaque action, ils ne parlent quasiment jamais d'échec. Quand ils en parlent, c'est pour leur expliquer que l'échec fait partie de la réussite. Et le fait de baisser le panier participe justement à cet état d'esprit. Hein.
Ce qui nous emmène à un peu développer cette culture de la gagne que je trouve nous fait un peu défaut en France. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça peut amener, comme disait Christophe, et comme tu disais, ça peut amener de la réussite. Et quand il y a réussite et quand ça donne de l'envie aussi. Et que voilà, je pense qu'effectivement, la culture de la gagne, en France, on n'est pas les spécialistes pour ça. Et on a plutôt tendance à mettre ce qui va pas en avant plutôt que ce qui va bien. Donc, c'est très français tout ça. Et qu'effectivement, tout ce qui est, comme disait notre collègue belge, tout ce qui est, ce qui permet de mettre des paniers, de satisfaire les gens qui viennent quand même là pour mettre la balle dans un cercle, faut dire ce qui est, tout ce qui peut les aider, faciliter tout ça, c'est un gros plus, et c'est un gros plus pour l'apprentissage, et c'est extrêmement important. Et pour rebondir rapidement sur le 3 contre 3 et le 4 contre 4, moi, il n'y a pas un entraînement où c'est que je ne fais pas de 3 contre 3, voire 4 contre 4. Parce que c'est extrêmement important, même chez les pros, au plus haut niveau. Le 3 contre 3 et le 4 contre 4, c'est primordial. Voilà, alors, les Américains, ils ont un exercice que tout le monde connaît, Shell Drill, qui était un exercice qui se faisait à l'époque, tout le monde faisait, ça se fait un peu moins maintenant, mais Shell Drill, on voit tout, on apprend tout, on sait tout, on peut tout faire avec ça. C'est extrêmement important, et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 50 systèmes de jeu pour des jeunes joueurs. Déjà, si tu arrives à maîtriser les déplacements en 4 contre 4, déjà en 3 contre 3, avec du jeu en triangle, etc., c'est extrêmement important. Et pour avoir discuté avec des collègues qui ont officié avec des coachs de type élite dans certains clubs, et bien quelques-uns ont complètement oublié tout ce travail de 3 contre 3 et 4 contre 4 et ne passent que sur du 5-5, que de l'étude de l'adversaire, que du travail de système de jeu, et ont oublié toutes ces parties-là, 3 contre 3 et 4 contre 4, qui sont pour moi extrêmement importants, et je le dis clairement, et je fais pratiquement aucun entraînement complet sans passer par du 3 contre 3. On a perdu, je crois qu'on a perdu. On a perdu nos coachs. Ouais, il n'y a plus de coach. Il n'y a plus de coach. Nous sommes en autonomie on a développé, et en responsabilité. on a développé voilà, de l'autonomie. Nous avons Bernard qui nous dit: et le fait de jouer à partir de U13 avec les mêmes ballons que les seniors, est-ce que ce serait une bonne chose? Ça fait bien partie. Pour l'économie du club, ça évite d'acheter des ballons de taille différente. Je plaisante. Non, je sais pas si l'aménagement finalement de l'espace de jeu doit se faire, comme il disait Jean-Denis, avec une équipe professionnelle. On mène des entraînements où on aménage un peu certaines choses. C'est la raison pour laquelle on fait du 3-3 sur un espace réduit, quart de terrain, demi-terrain, du 3-3 tout terrain, bon bref, peu importe. Mais je pense que l'aménagement de l'espace sur lequel on travaille, on se développe, doit se faire à un moment donné. Maintenant, est-ce que jouer avec des tailles 7 en U13, c'est une bonne chose? Encore une fois, ça va dépendre du gabarit des U13. Il se trouve qu'il y a des joueurs qui sont plus costauds que d'autres, avec qui ça pose pas de problème, d'autres qui sont plus petits, tout frêles et qui se développeront peut-être un peu plus tard et pour lesquels ça peut poser problème à un moment donné. C'est comme baisser les paniers. Voilà, je pense que c'est une chose qu'on doit savoir faire si vraiment il y en a le besoin. Puisque Jean-Luc, toi qui es dans le monde de l'éducation, moi par exemple avec mes élèves, dans le cadre scolaire, même avec des élèves de terminale, ça m'arrive de les faire jouer avec des tailles 5. Voilà, je pense qu'effectivement, être capable en tant qu'entraîneur, éducateur, coach, d'aménager des situations au regard des qualités des joueurs que l'on doit développer, ça doit être une qualité chez l'entraîneur. Il faut savoir le faire, mais peut-être pas tout le temps non plus. Donc voilà, chacun apprécie ce qu'il doit faire à sa juste valeur. S'il y a des questions, les internautes, s'il y a des questions que vous avez posées et auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les reposer. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réactions, donc n'hésitez pas à reposer des questions de manière à ce qu'on puisse vous répondre. Le débat sur la catégorie U11 apparemment est très intéressant. Peut-être que ce fera l'objet d'un live plus tard, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà, mais revenons un petit peu sur
sur notre sujet du jour, entre guillemets, et on va dire qu'on va essayer d'avoir le panel de toutes les catégories. Aujourd'hui, les coachs, quelles notions mettez-vous le plus en avant dans la formation du joueur? Psychologique, technique, physique, technique. Ça, et quelle proportion vous y mettez? Alors, je sais que Rachid va me répondre que c'est pas quantifiable, mais comment faites-vous, on va dire, pour échafauder vos notions dans la formation de joueur? Je vais commencer avec Rachid. Bah, je pense que sur le plan physique, on peut parler d'intensité, on peut parler de dureté. Sur le plan technique, forcément, on peut. Moi, je parlerai simplement de justesse technique. Moi, peu importe un peu ce qu'on y fait, l'objectif est d'être toujours dans une forme de justesse. Voilà. Est-ce que ma passe est juste? Est-ce que mon choix de tir, ma sélection est juste? Est-ce que le dribble là que j'ai utilisé est utile et juste? Et sur le plan psychologique, c'est voilà, développer de la détermination. On a parlé un petit peu tout à l'heure de la confiance, des valeurs de travail. Voilà, les notions moi sur lesquelles que je mettrai en avant dans la formation du joueur. Après, la répartition, c'est toujours délicat. Oui, je vais te répéter que c'est difficilement quantifiable pour moi quand t'entraînes tous les jours à raison de 2 entraînements par jour. Mais on doit savoir mettre le curseur au bon endroit, je pense, et savoir répartir, je pense, de façon équilibrée nos contenus. Jean-Luc Kevin me dit qu'apparemment il faut que tu quittes le chat et que tu reviennes pour qu'on t'entende mieux. C'est ce que Kevin vient de me dire. Jean-Denis, je te laisse répondre à la question que j'ai posée à Rachid. Ouais. Tu dois quitter et revenir. À de suite. Oui. Pour répondre à la question, écoute, si tu veux, je dirais pas que je pourrais pas honnêtement répondre et comme disait Rachid, quantifier exactement tout ça. Je sais pas. C'est déjà en fonction du joueur. Quelle proportion de physique, de technique tu dois mettre, c'est en fonction du joueur que tu as. Si tu as un joueur qui fait 2 mètres et qui fait 65 kilos, c'est sûr que tu vas certainement faire un peu plus de physique, voilà, et l'amener à être physiquement un peu plus en forme. Après, c'est difficilement, encore une fois, quantifiable. Mais encore une fois, au risque de me répéter, moi, je suis extrêmement axé sur les fondamentaux, dans un premier temps, le jeu à 3, le jeu à 4, et après, le travail physique, parce que c'est, en tout cas au haut niveau, extrêmement important. Mais encore une fois, il faut des fondations solides. Quand tu veux une maison qui tienne au vent, et quand ça va mal, il faut que les fondations soient solides. Donc, il faut que les fondamentaux soient solides. Après, c'est sûr que le développement du joueur, la formation du joueur, moi, je suis pas trop dans tout ce qui est psychologique et tout ça. C'est pas trop mon truc, ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que voilà, quand on me parle des coachs mentaux ou tout ça, ça me fait plutôt bon, voilà, c'est pas mon truc. Bon, c'est pas ma génération non plus, mais c'est pas mon truc. Donc voilà, j'ai jamais trop eu besoin de ça. Voilà, je suis un peu léricain, pas trop non plus. C'est bien européen et bien français, tout ça là. Moi, je me rappelle avoir eu des collègues coachs qui avaient des petits papiers dans leur sac, qui, en fonction des événements, regardaient leurs petits papiers pour savoir comment il fallait réagir. Donc à partir de là, c'est compliqué. Moi, je suis pas dans ce domaine-là, mais sur la formation du joueur, je pense qu'effectivement, développer le sens tactique, développer les fondamentaux, développer le physique, je pense déjà avec ça, on a pas mal à faire. Voilà. Et puis effectivement, si développer un joueur pour le faire devenir un gagneur, oui, je suis pas persuadé qu'on soit tellement influent là-dessus. Je pense que c'est déjà un petit peu à la base, à l'intérieur de l'individu, et que voilà, on va pas reprendre la célèbre phrase de notre ami Laurent Ciara dans Dauphin, tu fais pas l'arcade. Bon, je veux dire, c'est voilà. Non, mais c'est vrai que je suis pas trop dans ces trucs psychologiques, mais les domaines importants des fondamentaux, du physique, de la technique, du sens tactique, oui, d'accord. Le reste, je suis pas très brillant là-dessus. On a coach. On a encore perdu nos coachs. Coach, tu sors et que tu rentres, on t'entendra mieux. Il est là. C'est bon, je suis là. J'ai quelques. Oui, là je t'entends, parfait. J'ai quelques soucis.
J'ai quelques soucis en fait avec ma connexion. Je Faut laisse payer du les coup, factures. pardon? Faut payer les factures. C'est une bonne idée. L'électricité Dis-moi, n'est pas offerte pendant cette crise sanitaire. Hein. ça c'est clair. Hein. Du coup, Christophe, je te laisse répondre par rapport à la question que j'ai posée juste avant. Alors, moi, je pense que c'est le fond du problème finalement. Tous les facteurs de développement, on les a nommés tout à l'heure, il y en a 5. Tous les facteurs de développement sont importants. Il n'y en a pas un qui est plus ou moins important que les autres. Donc, il faut absolument les aligner hein, dans notre vision que l'on a de la formation du joueur. Il faut aligner dans tous ces facteurs de développement et les travailler. Voilà. Et je pense qu'il y a un minimum à acquérir. Hein. On parlait d'exigence du haut niveau. Le haut niveau ne fait pas de cadeau. On ne peut pas prétendre faire du haut niveau si physiquement on est sous-développé. On ne peut pas prétendre faire du haut niveau si dans la maîtrise des fondamentaux individuels, on est sous-développé aussi. Il y a un minimum à acquérir. Après, il se trouve que certains joueurs ont tout naturellement, et ça c'est de l'inné, une capacité d'adresse, une qualité d'adresse, plus que les autres encore. Ça, ce sont des points forts. Mais avant de parler des points forts, je pense qu'il faut quand même parler du minimum à acquérir. Et développer tous les facteurs est important. Donc, il n'y a pas de préférence à avoir pour tel et tel facteur. Ça, c'est important de le savoir. À raison de 2 entraînements par semaine, d'1 h 30, il y a grosso modo entre 30 et 35 semaines de travail sur l'année. Si on considère une reprise de la saison en septembre jusqu'à la dernière semaine du mois de juin, si on enlève les semaines de vacances, qui peuvent être propices quand même à des stages de perfectionnement, où on a encore l'opportunité de se former encore plus rapidement, parce que quantité de travail importante, ça fait grosso modo, allez, on va dire entre 100 et 120 heures de travail. Moi, je pense qu'il faut planifier l'entraînement sur l'année et à un moment donné, déterminer des macro-cycles ou des cycles de 4 semaines ou travailler sur des trimestres et puis finalement mettre l'accent sur telle et telle qualité en fonction de cette planification de l'entraînement et en fonction aussi des catégories d'âge. On ne va pas faire une planification annuelle de l'entraînement en U11 comme on pourrait la faire en U20. Jean-Denis l'a très justement expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des exigences en fonction de l'âge. On a parlé tout à l'heure du développement des qualités physiques. On ne va pas travailler la vitesse et l'explosivité avec des très jeunes. C'est une qualité qu'on va retrouver chez les U15, les U17, les U20. Okay. Par contre, la coordination, c'est une qualité physique très importante à développer chez les U7 et chez les U11. Et puis, ça détermine beaucoup de choses derrière. Donc, je pense que c'est dans cette notion de planification annuelle, voire même pluriannuelle, et travailler par bloc. Et sur chaque bloc d'entraînement, fait de quelques semaines, finalement, mettre l'accent sur le développement des fondamentaux individuels, même si ce sont des choses qu'on le retrouve dans chaque entraînement tout au long de l'année. Mais des fois, on va peut-être, en début de saison, accorder un peu plus de temps à la maîtrise des fondamentaux individuels qu'en fin de saison, où c'est une autre qualité qui va être dominante parmi toutes celles qu'il faut développer. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais je pense que c'est dans cette notion de planification du développement des qualités qu'on peut finalement arriver à travailler tous les facteurs de développement. Avant d'avoir Jean-Luc, par rapport à la question suivante qui va être très intéressante à mon avis, il y a une première question de Michael qui nous dit « Bonjour, vous ne pensez pas que ce serait bien que le championnat espoir disparaisse et que les équipes espoirs intègrent la N2 comme c'est le cas en FI ?» Jean-Denis ? Oui. Jean-Denis, oui, non ? Oui, mais c'est la question, ça fait 15 ans que je me bats pour ça, moi, donc c'est une question, il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que à quoi sert le championnat espoir ? À rien. Voilà. Donc, par contre, ce qu'il faut obliger, ce sont les centres de formation. Ça, c'est obligatoire, les centres de formation, pour former des joueurs. Ça, c'est important. Mais le championnat espoir, il sert à que dalle. Il sert à rien. Vous avez rien du tout. Vous jouez pour rien. Votre équipe descend, vous descendez. Il n'y a plus de centre de formation. Votre équipe, ça rime à rien. Donc, voilà. Par contre, ce qu'il faut impérativement obliger, suivre, noter, donner même des récompenses, donner de l'argent si le truc est bien fait, ce sont les centres de formation. Mais le championnat espoir, franchement, à quoi ça rime ?
Pas grand-chose. Donc à partir de là, moi chaque fois on m'a dit oui, mais tu comprends, c'est trop compliqué avec la N1, tout ça, la N2, la N3, on sait pas, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir la volonté de le faire. Et quand on a la volonté de le faire, ça peut se faire. Mais faire un championnat espoir qui rime à 3 fois rien ou se taper sur le ventre parce qu'on va au trophée du futur, franchement, je vois pas honnêtement à quoi ça sert. Par contre, je suis à 200% pour les centres de formation obligatoires dans chaque équipe professionnelle. Ok, donc Christophe, j'ai bien vu oui, Jean-Denis oui, Rachid, oui ou non? C'est déjà le cas en filles, donc oui, Oui. Et toi, je pense que Jean-Luc, c'est plutôt intéressant. t'as pas d'avis. Guillaume, tu penses qu'ils ont raison? Hmm. Christophe et Rachid, apparemment, Guillaume vous attend à l'apéro cet été. Guillaume Muller, donc salut Guillaume. Voilà. Salut Guillaume. Ouais, faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit, parce qu'il lance des choses comme ça, et puis il n'est pas capable d'assumer derrière. Nous, on va honorer les invitations, mais bon, Ouais, voilà. Et en plus, il sait où on pourrait se retrouver, donc il a en général du mal à remonter les marches. Voilà Guillaume, salut. Alors du coup, question suivante, donc Jean-Luc. Quel serait ton projet de formation, ta vision des choses? Disons que tu vas faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire pour toi. Si, on Moi, entend très bien. moi, je t'entends très bien. Et Ouais, Jean-Luc, Si, on parfait, t'entend parfait. bien. tout le monde t'entend. Vas-y, continue. Ah, bon. Couvre-toi, ne prends pas froid. Ça, ça marche. Du coup, tu reviens, il n'y a pas de souci. Rachid, j'aimerais t'entendre sur la question. Ouais, bah, de la même façon que Jean-Luc, je vais essayer de synthétiser, mais Ah, pour moi, la forme, bon, là, on a parlé de beaucoup de choses, des axes de travail selon les catégories d'âge, U9, U11, jusqu'à U18, même U20. Euh, pour moi, la formation, elle est continue, elle ne s'arrête jamais. À l'image de ce que je disais tout à l'heure, on observe qu'aujourd'hui, les clubs pro, pour certains clubs en tout cas, que ce soit féminin ou masculin, ils ont des player development, des coachs qui sont là spécialistes du développement individuel, donc comme quoi ça concerne même des joueurs seniors. Après, pour moi, un bon projet de formation, c'est intégrer la bonne structure qui permettra aux joueurs, à la joueuse, je parle du basket féminin, d'être dans les meilleures conditions pour gérer bien entendu l'activité sportive, le basket, mais aussi une biactivité parce que elle reste sportive et scolaire, une organisation avec un staff administratif, un staff médical, bien sûr, un staff technique avec son préparateur physique, euh, pourquoi pas un staff médical avec son kiné, son docteur, et aussi son préparateur mental si nécessaire, et une structure où, parce qu'on parlait un petit peu de volume horaire d'entraînement, une structure où on peut s'entraîner j'allais dire 20 heures par semaine, voilà, à raison de 4 heures d'entraînement par jour. Et voilà, pour moi, un bon projet de formation, si je si je le si je parle pas de contenu entre guillemets technique, je synthétise. Ouais. voilà, l'environnement ça doit être celui-ci, voilà, et une structure qui me permet d'avoir un support dans lequel je peux réinvestir tout le travail accompli, voilà, donc que je puisse réinvestir, transférer. Voilà. Après, le contenu, on en a assez parlé justement, et je rejoins tout à fait ce que disait Christophe tout à l'heure sur le travail de coordination, d'aisance avec la balle, le temps d'activité sur les jeunes catégories, puis la spécialisation après sur les catégories, on va dire, d'ados, ou tout ce qu'on a pu dire avec Jean-Luc et Jean-Denis. Donc, un bon projet, c'est ça, c'est intégrer, avoir la bonne structure qui nous donne les moyens d'eux, et voilà, de travailler à raison, je pense, d'une vingtaine d'heures par semaine, ce qui est complexe aujourd'hui en France. Avant de reprendre Jean-Luc, il y a 3 remarques. Karine qui nous dit un bon centre, c'est un centre qui a les moyens. Lesquels les moyens? Les moyens financiers, les moyens humains, les moyens d'infrastructure?
Karine, il faut que tu répondes à la question de Christophe. Guillaume qui nous dit les meilleurs espoirs sont déjà sur le banc des pros. De jouer contre des joueurs plus vieux avec plus d'expérience de vis ne peut être que plus formateur pour les gamins. Et il dit le centre fédéral le fait bien. Faux. Le centre fédéral le fait pas si bien que ça parce que le problème du centre fédéral, même s'ils évoluent en National 1, c'est qu'ils font jouer en National 1 des joueurs de 17 ans. Ouais. Mais que je pense que voilà et je pense et la preuve en est c'est qu'ils se font ramasser tous les week-ends et que je suis pas certain que ce soit très formateur finalement. Hein, que le niveau d'exigence de la National 1, à mon avis, pour eux est trop élevé. Ça, c'est ce que je pense, c'est mon avis, c'est mon opinion. Et que ce serait beaucoup plus judicieux finalement de faire jouer des joueurs de 18 à 21 ans en National 1. Alors s'ils n'ont pas l'opportunité de jouer en Pro B, qui pour moi doit être absolument une ligue de développement, la Pro B, ça c'est sûr et certain, pour nos jeunes joueurs français, de faire jouer en National 1, je pense que ces joueurs de 18 à 21 ans, on devrait normalement avoir leur place dans cette division. Validé. Validé. Voilà. Alors qu'en filles, nous, bon, les meilleurs éléments de génération, on va dire, sur les catégories de cadettes, sont des filles qui ont la capacité d'évoluer en national. C'est pas le cas en garçon. Donc, Ouais. je pense que là, on peut faire une différence entre le basket féminin et masculin. Claire. Exactement. Ouais, moi, il y a 2-3 ans, j'avais rendu visite au centre fédéral, donc aux filles. J'étais allé les voir s'entraîner. À l'époque, il y avait Fotoux, Rupert, etc. Effectivement, la différence entre elles, les jeunes joueuses, et les filles qui jouent à l'époque en National 1, en NF1, n'est pas si importante que chez les garçons. Ça, c'est sûr et certain. Nous avons 2 commentaires. Donc Karine t'a répondu, Christophe. Elle dit financier en premier pour assumer des coachs et le suivi des études. Guillaume qui valide. Et Bernie qui nous dit, donc salut Bernie, qui nous dit donc dans un club qui met des moyens dans la formation, les infrastructures et le suivi personnalisé. Ouais, en moyenne, si on prend la moyenne des 18 centres de formation de Jeep Elite, le budget des centres de formation de Jeep Elite se situe aux alentours de 375 000 euros. En moyenne. L'Asvel, cette année, avec son académie, si on part du principe que l'académie est une structure de formation du centre de formation de l'Asvel, évidemment, ils sont à beaucoup plus que ça. Mais avec de faibles moyens, Jean-Denis d'ailleurs, à la belle époque de Rouen, hein, à l'époque où tu étais champion, etc., il y a des jeunes joueurs qui sont sortis du centre de formation. Il me semble que le centre de formation de Rouen n'était pas forcément le plus riche de tous. Je pense qu'au-delà des moyens financiers, c'est surtout la capacité des dirigeants et des personnes qui s'occupent de la formation dans les clubs professionnels à trouver des moyens pour développer les jeunes joueurs. Mais je pense que c'est pas forcément des moyens financiers, c'est des moyens humains, c'est la capacité à monter des projets aussi avec les établissements scolaires, de travailler sur un aménagement de l'emploi du temps scolaire pour que les jeunes joueurs puissent venir s'entraîner 1 à 2 fois par jour. C'est aussi être capable d'organiser le suivi médical de ces jeunes joueurs-là dans le temps. Et je pense qu'il y a des dirigeants qui, sans beaucoup de moyens, finalement, arrivent à s'en sortir plutôt bien. Le centre de formation de Dijon est un bel exemple pour ça aussi. Ouais, je vais juste rebondir un peu là-dessus, si vous me permettez. C'est simplement de dire que, effectivement, tout à fait d'accord avec Christophe concernant, c'est pas les moyens financiers ne sont pas gage de réussite à ce niveau-là. Et je pense que les hommes sont plus importants que les moyens financiers. Et je crois qu'on a tout le temps tendance à vouloir en remettre une couche, rajouter un truc en plus, alors que voilà, je pense que on veut tout le temps les centres de formation rajouter des choses en plus, rajouter après. Ça ne fait pas moi, ça. Ça fait pas.
faire leur passion de basketteur. Et ça, plus que les moyens financiers, ça me semble important justement d'avoir une possibilité d'avoir des horaires adaptés, etc., etc. C'est pas qu'une question d'argent. Jean-Luc, du coup, maintenant qu'on t'a récupéré, tu peux compléter ton propos de tout à l'heure. Je n'ai pas parlé des centres de formation ni des centres fédéraux, mais néanmoins, ça reste quand même les modèles que nous regardons au niveau amateur, je dirais amateur entre guillemets. Et alors, ce que je pense à ce niveau-là, c'est que dans la formation, il y a différents moments qu'il faut bien identifier, et alors et différencier les approches dans ces différents moments. Au niveau des âges, donc vous avez eu 12, eu 14, et ainsi de suite. Et alors, ce que je crois aussi, on en a déjà parlé au début, c'est que ces approches dans les différents moments de la formation, ça doit être fait par des entraîneurs qui sont performants. Donc, il faut un staff. Moi, je parle d'un staff créatif. Je suis d'accord que l'argent ne fera pas à tout, puisque nous en avons de moins en moins. Et donc, il faut pouvoir innover et trouver des solutions en interne. Et ça passe aussi par la formation, ce que moi j'appelle donner une couleur locale à la formation. Donc chaque club, chaque équipe, chaque club a son identité. Et donc il y a des personnes qui sont là avec des façons d'être. Et je pense que il nous faut à tous les niveaux, il nous faut des entraîneurs performants. C'est la mission qu'il faudrait assigner à moi j'appelle l'effet coach. Quand on a des gens connaisseurs dans leur catégorie qui savent exactement quoi faire, eh bien, c'est très intéressant pour les enfants qui sont là. Ça, c'est le point. Et donc, moi, je crois qu'il faut avoir des staffs créatifs dans les clubs, ne pas reproduire tout ce qu'on a lu. Quoi, c'est prendre ce qui existe, aller chercher le meilleur à gauche et à droite et donner une couleur locale, parce que chaque club est différent et chaque staff d'entraîneur est différent aussi. Voilà. Christophe? Ouais, juste pour continuer sur le propos de Jean-Luc, moi je pense qu'encore une fois, Jean-Luc, tu as totalement raison. Et il y a une notion importante aussi, c'est de pouvoir travailler avec un staff dans le temps. Oui, dans le temps. Et surtout sur des structures de formation. Cette équipe, ce staff, ces éducateurs doivent pouvoir à un moment donné, il faut qu'on leur donne la possibilité de travailler dans le temps. Et on ne peut pas faire de la formation de qualité à partir du moment où le staff technique finalement change tous les ans, tous les 2 ans, etc. Donc c'est un peu le rôle du directeur sportif. Alors je sais que dans tous les clubs amateurs, même professionnels d'ailleurs, il n'y a pas de directeur sportif, mais le directeur sportif doit pouvoir imposer ça à ses dirigeants. Il en est responsable, il est porteur de ce projet-là, ce projet de formation, et constituer d'abord un staff d'entraîneurs de qualité et leur garantir finalement de pouvoir exercer leur mission sur plusieurs années me semble être aussi important quand on parle de formation du jeune joueur. Mais Florian, tu parlais tout à l'heure de vision un peu, il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse parler, c'est exiger aussi, parce qu'on parle beaucoup de l'entraîneur, de la structure d'accueil, la structure de formation, c'est exiger aussi de la part du joueur qui est en formation un engagement et un investissement total de sa part dans ce qu'on lui propose. C'est une des conditions aussi de la réussite du projet, c'est que les joueurs qui rentrent en formation
puisse à un moment donné aussi rendre ce qui peut paraître anormal, extraordinaire, finalement, le rendre tout à fait normal dans son quotidien. Hein. C'est une des particularités du sport de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas une vie normale. On s'entraîne beaucoup, ça demande énormément d'exigences, énormément de sacrifices aussi. Hein. Tous les retours des plus grands sportifs expliquent que finalement, ils n'ont presque pas eu de jeunesse, qu'ils n'ont pas eu la même vie que tout le monde. Et je pense que c'est important aussi, s'il y a des jeunes joueurs qui nous écoutent, que ces jeunes joueurs-là doivent absolument s'investir et s'engager totalement dans le projet qu'on leur propose. C'est une des visions que j'ai de la formation. C'est important que tu aies souligné ça parce que c'est très intéressant. Passons à une question de Guillaume qui nous dit: qu'est-ce que vous appelez formation ou post-formation? Parce que moi, tel que je l'ai connu, c'était d'amener des gamins issus des structures vers le monde professionnel. Or, maintenant, tous les centres font un maximum de recrutement. Quelqu'un veut répondre par rapport à cette question? Je pense qu'il doit y avoir une identité forte, d'abord locale, régionale. Je pense que les centres de formation doivent, c'est mon avis encore une fois, hein, c'est pas une vérité, doivent s'infliger le fait de former d'abord des jeunes joueurs qui sont issus de leur région. Je pense que c'est important, quitte à penser peut-être, alors non pas un règlement, mais jusqu'à la catégorie U15, s'interdire finalement le recours à un recrutement extérieur à la région. Je pense que le centre de formation d'Antibes, par exemple, doit absolument former sur le 06, le 83, enfin sur la région PACA. Celui de Monaco aussi, alors ils sont en concurrence tous les deux. Et après la catégorie U15, peut-être s'autoriser à aller chercher finalement ce qu'ils n'ont pas sur leur territoire, une compétence qu'ils n'ont pas, des grands gabarits, bon bref, peu importe. Voilà ce que je pense. Oui, je pense qu'aussi, je suis d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça en disant que, par exemple, dans le Rouennais, plutôt que d'aller chercher, et comme ça se fait souvent, des Parisiens, très souvent, le recrutement vient de la région parisienne, des banlieues parisiennes, etc., où on récupère des gamins qui ne sont pas toujours foncièrement prêts à vivre à Roanne, pas à la campagne, mais pas loin. Voilà, c'est jamais facile. Moi, je partage complètement ce qu'a dit Christophe au niveau des locaux. Je pense qu'un centre de formation, en particulier un centre de formation comme dans les villes comme Roanne, comme Cholet, comme Châlons, devra avoir une majorité de locaux, quel que soit l'âge d'ailleurs, et avoir 2 voire 3 potentiels maximum recrutés à l'extérieur, de façon à essayer de polir 2-3 joueurs et d'en sortir ces joueurs-là, et puis après travailler avec des locaux, et on peut aussi quelquefois sortir. Mais aller chercher 10 joueurs dans la région parisienne, etc., moi honnêtement je vois pas l'intérêt. Par contre, avoir 8 petits gars des crues et puis aller chercher 2 potentiels ou 3 potentiels, que ce soit à Paris ou en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, ouais, je pense que c'est effectivement c'est une des vocations pour moi du centre de formation. Ouais, ça renforcerait. De formation. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Christophe, Jean-Denis, puis ça renforcerait justement ce concept d'identité que chaque club devrait avoir. Voilà. Après, on sait très bien que c'est à condition que tout le monde respecte ce gentleman agreement, s'il devait y en avoir un, et éviter justement tous ces recrutements sauvages. Mais moi je suis à 100% d'accord. Voilà, faire du local, et ça renforcerait la conception d'identité, quoi. Jean-Luc, est-ce que tu as un avis sur cette question? Oui, mais de nouveau, pas au niveau des centres de formation, mais c'est valable aussi pour les clubs amateurs. Tu parlais tantôt de fidéliser les entraîneurs dans un projet à long terme, les joueurs aussi, parce que c'est abominable, même en catégorie chez les tout petits, on transfère chaque année. Chez nous, les transferts étant libres, chez vous aussi, donc on part pour un oui, pour un non, c'est parti, quoi. Donc on n'a plus de stabilité. Et alors, beaucoup de clubs aussi jouent les compétitions, et donc on recrute les meilleurs éléments par catégorie d'âge, donc ça repose complètement la formation. C'est vrai que ça devrait rester vraiment local. On devrait avoir même une ligne de conduite par rapport à ça, une continuité. C'est-à-dire que les joueuses ou les joueurs qui sortent du centre de formation, c'est aussi pour alimenter les clubs locaux, tout simplement.
moi, j'ai l'exemple à l'époque où j'étais responsable du centre de formation à Challes-les-Eaux, où forcément on recrutait un petit peu les meilleurs potentiels des clubs autour du bassin chambérien, parce qu'on avait des conditions qui étaient meilleures d'entraînement à raison d'entraînement de vie quotidien, ce que les clubs ne pouvaient pas proposer. Mais par contre, à la sortie du centre de formation, si ces joueuses n'avaient pas le niveau requis pour jouer en ligue féminine, elles rebasculaient dans leur club d'origine et ça a fait monter des clubs qui étaient en pré-national, qui sont montés en national 3. J'ai l'exemple de Culos, par exemple, qui à l'époque était en pré-national et monté jusqu'en NF1. Messieurs, j'ai juste une petite requête. Vous avez prévu de terminer à quelle heure l'émission? Là, dans 15 minutes, grand maximum, on a bouclé. Parce que moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous prévu de longue date aussi, donc ça va être un peu compliqué, mais désolé, mais Il n'y a pas de problème. je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Mais bon, c'était avec plaisir, mais là, je vais être obligé de vous laisser. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Merci Jean-Denis. En tout cas, merci Okay. beaucoup d'être venu avec nous, Jean-Denis. Et puis, si tu veux revenir un de ces quatre, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonne continuation à tous. Beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, Jean-Denis. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Nous avons deux remarques et une question. Nous avons deux remarques et une question. La première, c'est Guillaume qui nous indique que Antibes arrête les U15 France et le pôle. Karine qui nous dit identité forte avec un staff qui doit être solidaire pour un projet à long terme. Et une question de Jeff qui est être fort mentalement, acquis ou inné, même si ça peut toujours s'améliorer. On commence par quoi? On commence par qui? Excuse-moi, Florian, j'ai pas compris j'ai pas entendu la question parce que j'avais un appel. Il y a pas de problème. Alors, il y a Jeff qui pose comme question être fort mentalement, acquis ou inné? Je pense que ça peut être inné, mais ça peut être aussi acquis parce que les expériences peuvent forger un mental. Donc, les expériences passées peuvent me construire et peuvent me procurer un mental, peu importe le mental, mais en tout cas, je peux le construire ce mental-là. Christophe? Donc moi, je fais un peu la différence entre le psychologique et le mental. Alors, le psychologique, c'est tout ce qui a trait à la personnalité du bonhomme, l'aspect motivationnel, le cognitif, enfin bref, la maîtrise de ses émotions, etc. Et plus de l'ordre du mental. Et je pense que ce que l'on peut améliorer dans le cadre de la formation du joueur, et bon, on le fait à haut niveau évidemment, alors pas du tout dans le basket, enfin très peu en tout cas, mais les sports individuels tels que le ski et d'autres disciplines le font beaucoup, c'est la préparation mentale. Je pense que la préparation mentale nous amène finalement à travailler sur la maîtrise de soi, sur la confiance en soi, sur tout ce qui est aspect routine, etc., le défi et surtout la panique, donc la gestion de ses émotions par rapport à un élément important. Ça, je pense que c'est des qualités qu'on peut travailler, qu'on peut développer dans le temps. La préparation mentale. Ce qui est de l'ordre de l'inné, à mon avis, c'est tout ce qui est de l'ordre du psychologique. Et ça, je pense que, voilà, on a tous eu des exemples de très jeunes joueurs, même sur les catégories U11, voire des petits bonhommes comme ça, ou des jeunes filles d'ailleurs, qui sont très surprenantes de maturité, de force de caractère, etc., etc. Ça, je pense que c'est de l'ordre de l'inné, ouais, effectivement. Mais on est plus sur le psychologique. Jean-Luc, ton avis sur la question? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est comme ça. La gestion mentale, ça, on peut aider. On a perdu notamment la Jean-Luc. gestion des émotions qui ça, on peut le travailler. Pour le reste, C'est bon, on t'a, c'est bon. Coordonné là. Encore? Bon, non, je suis tout à fait d'accord. La gestion mentale, oui, et le reste, c'est la partie qui fait la différence à chaque Alors, individu. on a une dernière question de Alain, et après on terminera sur notre dernière question. On a parlé de profil d'entraîneur. Quel profil d'entraîneur par rapport à une catégorie donnée? Jean-Luc? Ça, c'est difficile. Vaste, oui, c'est très vaste. Moi,
je pense que si on veut avoir des résultats, il faut que les entraîneurs se spécialisent selon les catégories à un moment donné. On ne peut pas toucher, si on peut toucher à tout, mais dans mon projet, je souhaitais, notamment chez les plus jeunes, que les entraîneurs deviennent de plus en plus pointus dans les catégories jeunes. On ne peut pas entraîner en U7, U8, U9, U10 comme on entraîne en U17, en U18, en U19. C'est pas possible. Ce n'est pas le même genre de job, me semble-t-il, en tout cas moi. Et je crois que les profils, ben, ils sont en fonction de contenu, de ce qu'on veut développer dans les clubs. Christophe? D'où l'importance du directeur sportif dans les structures de formation. C'est lui qui doit effectivement constituer son équipe et encore une fois, ne rien imposer. On impose pas beaucoup de choses aux joueurs. On accompagne le joueur comme on accompagne un coach. Je pense que c'est le directeur sportif doit absolument bien connaître ses entraîneurs pour savoir sur quelle catégorie on les fait intervenir. Et il faut prendre en considération aussi le fait que les entraîneurs évoluent dans le temps. Moi, personnellement, j'ai commencé à l'Olympique d'Antibes avec des benjamins qui évoluaient au niveau départemental pour finalement finir responsable du centre de formation à l'époque où le club était en Pro B. J'ai évolué, moi, dans le temps. Et c'est la même chose pour les entraîneurs. Alors qu'un entraîneur puisse passer toute sa carrière d'entraîneur donc avec les U13, ça, je suis pas certain, j'en suis pas convaincu. Et puis voilà, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, comme pour les joueurs d'ailleurs, c'est d'avoir envie. Moi, j'ai des entraîneurs qui m'ont dit Christophe, je suis désolé, mais avec les Lions, je me sens pas. Je préfère avoir des adolescents parce que ils ont une expérience de vie, ils ont une expérience de joueur, de coach, ce que tu veux, qui fait qu'ils se sentent plus capables de faire avec des U17, des U20. Et reste au directeur sportif finalement de travailler tout au long de l'année et sur plusieurs années et de quelque part leur amener un contenu de formation aux entraîneurs suffisamment conséquent et de qualité pour que l'entraîneur soit finalement bon avec sa catégorie. Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes propos. Mais je pense que voilà ce que je pense. Rachid, quelque chose à ajouter toi? Ouais, je rejoins Jean-Luc et Christophe. Voilà, moi je fais la distinction entre le savoir-faire et le savoir-être, et je pense qu'on peut. Moi personnellement, pour parler de moi, je sais pas si je suis brillant avec les seniors avec lesquels je travaille actuellement, mais je pense que je ne le suis pas avec des catégories de jeunes parce que l'approche est différente et je rejoins aussi encore Christophe sur le fait de maintenir quelqu'un sur une catégorie pendant très longues années, je sais pas si c'est le plus pertinent. Et je sais que dans les pays de l'Est, ils mettent des coachs très expérimentés sur des catégories de jeunes. Voilà. Donc, mais oui, je pense qu'il y a le savoir-être et savoir-faire, et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Merci de vos avis sur cette question. Dernière partie de l'émission, elle concerne la formation joueur-entraîneur. Donc la première question, c'est quand s'arrête la formation du joueur selon vous? Et la question qui va être en plus avec ça, c'est feriez-vous un parallèle entre la formation du joueur et la formation du coach? Jean-Luc, est-ce que tu as un avis là-dessus? Quand s'arrête la formation du joueur, normalement, elle ne s'arrête jamais. Normalement, il y aura toujours quelque chose à apprendre et toujours. C'est ce que je disais pour commencer l'émission, il faut s'entendre sur ce qu'on entend, sur ce qu'on met en dessous de ces concepts-là. La formation, c'est quoi? Est-ce qu'on peut encore parler de formation pour... Oui, moi je pense que oui, pour un joueur pro de 25 ans, il a encore à apprendre. Et c'est sûr qu'il peut s'améliorer. Donc, je vais vite, comme ça je lance le débat pour les deux collègues. Là. Et ensuite, la formation de l'entraîneur, le parallèle avec l'entraîneur, on en a déjà touché un mot. L'entraîneur, il évolue. Il est certain que quand on commence à entraîner des équipes et à coacher, on parfait au contact des autres, mais aussi en vieillissant et en prenant de la maturité et d'expérience d'année en année. Oui. Rachid?
On t'entend pas, Rachid. Non, pour moi, non. Christophe, je te laisse enchaîner du coup, puis on reviendra avec Rachid juste après. Ouais, non, mais il y a énormément de points communs. J'ai très souvent fait le parallèle entre ce que je vivais moi au quotidien et puis tout au long de ces années de formation, mais même en étant entraîneur professionnel, avec ce que peuvent vivre les joueurs que j'avais en face de moi. Et je me suis souvent dit qu'on partageait beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure d'engagement et d'investissement total dans ce que l'on faisait au quotidien. C'est valable pour un joueur, mais ça l'est encore un peu plus pour un entraîneur. Quand on parle d'identité de jeu, cette vision partagée. Vous savez, un entraîneur finalement a une vision de ce que l'on doit faire pour atteindre tel et tel objectif. Petite parenthèse, que l'objectif soit atteignable. Je pense que très souvent on fait l'erreur de se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Voilà, ça c'est une toute petite parenthèse, mais je trouve qu'il y a un parallèle qui est très étroit finalement entre la formation du coach et la formation du joueur. Et d'ailleurs, je pense qu'un entraîneur se bonifie auprès de ses joueurs. Il ne faut jamais oublier finalement que l'espace de jeu appartient aux joueurs. Il n'appartient pas au coach, il n'appartient pas à l'entraîneur. Et je pense qu'un entraîneur se rend meilleur au contact de ses joueurs. Donc il y a une interaction finalement entre joueur et entraîneur qui est très intéressante. Et je pense que le parallèle, il est vraiment très étroit. Mais merci en tout cas de ta réponse. Rachid, on t'a récupéré, vas-y. Ouais, vous m'entendez là? Parfait. Oui, très bien. Donc, par rapport à la formation du joueur, moi je suis persuadé qu'elle ne s'arrête jamais parce que, à l'image de ce que vient d'évoquer Christophe, on peut apprendre des gens et des interactions. Donc, on est en perpétuel apprentissage, on va dire, de peu importe de quoi finalement, que ce soit de la technique, du psychologique. Donc, forcément, cette formation ne s'arrête jamais. Une fois de plus, je rebondis encore dessus sur le fait que dans les clubs pro aujourd'hui, on voit de plus en plus de player development et ces coachs-là travaillent avec des joueurs qui sont très expérimentés, très âgés. Donc, je vous confirme, je pense en tout cas que cette formation n'a jamais, à l'image de celle des coachs. Voilà. Et je prends un exemple très simple, c'est celui du nouveau règlement avec le pass zéro. Aujourd'hui, si nous on devait s'arrêter à ce qu'on considère comme acquis sur nos formations passées, on pourra pas enseigner ce pass zéro. Donc le coach aussi, il est en perpétuelle formation. Merci de ton avis. Pour finir cette émission, déjà, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont commenté, qui ont mis des commentaires, des questions, des remarques. J'ai pas pu donner la parole à tout le monde parce qu'on a déjà pas mal échangé. C'est qu'une petite partie de tous ces coachs qui nous ont donné aujourd'hui. Ils peuvent nous en donner encore et encore. J'espère que le sujet vous a plu. Personnellement, moi, je me suis régalé. Je tiens à remercier tous les encadrants d'être venus aujourd'hui. Jean-Denis qui a dû nous quitter pour faire autre chose. Jean-Luc, Cornia, Christophe Denis et Rachid Méziane qui ont été top. Et puis voilà, je vous remercie fortement d'avoir accepté l'invitation. À très bientôt, je l'espère. Et puis pour les prochains lives. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Merci. Je disais merci Florian. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir vraiment. Un plaisir et puis d'avoir écouté Jean-Luc et Rachid. Bon, Jean-Denis, je le subis régulièrement. J'ai un peu plus l'habitude, mais je trouve que ce sont des gens très intéressants et je serais ravi de pouvoir échanger encore un peu plus longtemps avec vous tous. Voilà. Mais avec grand plaisir. Rachid, on se voit à l'apéro cet été apparemment. Donc, on aura l'occasion de discuter. C'est pour ça que je vous remercie fortement d'avoir accepté l'invitation. Si à l'avenir, je vous redemande de venir, j'espère que vous accepteriez à nouveau l'invitation. On a un joli message de Guillaume qui nous remercie pour le live du jour et qui vous attend à l'apéro du coup. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.